Leçon 3. Le jour où ça s'arrête, il n'y a plus rien. Après avoir accompagné pendant des années les startups dans leur développement, Julie décide de franchir le cap et se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, je me souviens du jour, du lieu et vraiment de la situation où trois hommes, alors un médecin, un chercheur et un geek sont venus me voir en m'expliquant qu'ils pouvaient prédire la sortie du coma à partir d'une IRM. Et donc là, je les ai regardés en rigolant, en disant « mais bien sûr, c'est très drôle ». Voilà. J'y crois pas un quart de seconde. Et non seulement ils avaient raison, et ils avaient déjà démontré quasiment la publi qui était prête, mais en plus ça a été une aventure, et ça l'est toujours d'ailleurs, une aventure humaine avec justement un prisme absolument incroyable, qui était le fait de transformer de la donnée d'imagerie cérébrale en mesure du cerveau, ce qui permettait de prédire l'évolution du cerveau. Alors dans des conditions graves, le cas de patients dans le coma bien sûr, mais aussi un potentiel sur des maladies neurologiques autres et sur le vieillissement cérébral de façon plus large, donc qui concernait effectivement toute l'humanité à partir finalement de séquences et de données tout à fait accessibles dans notre quotidien worldwide, quoi. Ils étaient à l'époque en projet académique, c'était en 2016, donc c'était le 7 juillet 2016, puisque je me souviens de la date, et ils se posaient des questions de comment on pourrait transformer finalement un projet académique en projet industriel. Est-ce qu'on peut monter une boîte? Et on a exploré, discuté pendant un peu plus de 2 ans avant de monter la société. Et ça a été une première phase d'apprentissage et d'interaction extrêmement intéressante parce qu'on a tâtonné. On a d'abord essayé certaines pistes en termes de développement qui étaient pas les bonnes. On a échoué à des premiers concours de création d'entreprise. Et puis quand les planètes ont commencé à s'aligner avec les bonnes publications médicales, avec le soutien des institutions françaises pour la création d'entreprises, avec le soutien de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, à un moment donné, on dit ok, il faut y aller. Et c'est comme ça qu'on a commencé, tout simplement avec des prismes très médicaux et scientifiques, et une petite touche, je vais le dire comme ça, de business pendant presque 2 ans, puisqu'on avait créé la société en juillet 2018, avec un focus qui était très orienté sur la prise en charge des patients dans le coma, après arrêt cardiaque ou traumatisme crânien, et cette capacité à pouvoir... alors j'utilise mes mots et à nouveau... Je ne veux pas utiliser la terminologie trop médicale que je laisse évidemment aux médecins et notamment à l'inventeur initial, au professeur Pubasset, le soin de bien le présenter. Mais c'est finalement une approche qui permet de prédire la probabilité de retour à la conscience selon les différents états de conscience, bien sûr, pour les patients. Alors, ça peut être vu de façon négative, comme étant... et ça avait été souvent reproché au projet à un moment donné, de façon, je pense, injustifiée, mais en disant on va débrancher des gens alors qu'ils pourraient peut-être revenir à la conscience. C'est très triste. Et en fait, le prisme est plutôt l'inverse, c'est-à-dire il faut éviter de débrancher aussi ceux qui vont retrouver la conscience de façon pleine et entière et des capacités de vie de façon totalement autonome. Donc on peut voir les 2 prismes. Néanmoins, c'est un outil parmi d'autres, parmi une évaluation multimodale et très large, mais qui permet d'avoir une évaluation du cerveau, ce qui n'existe pas, ce qui n'existait pas jusqu'au développement de cet outil. Et ça, c'est quelque chose qui nous a animés, qui continue de nous animer d'ailleurs, puisque tous ces cofondateurs et moi, on reste persuadés, malgré, évidemment je vais y venir dans quelques temps, mais malgré la liquidation de la société, de l'intérêt de cette approche, on va dire, de diagnostic finalement du cerveau, dans
la décision, quelle que soit la décision, qui revient en tout cas dans ces cas-là toujours à la famille, avec bien sûr les équipes médicales, mais qui reste probablement aussi très individuel, et chacun a un rapport très particulier à ce genre de situation. Mais dans la pratique, avoir l'information, ça change aussi beaucoup la donne. Être capable de lever le doute. Si on décide de laisser partir la personne, c'est fondamental. Ne pas se dire « et si ?» parce que pour connaître des gens et pour avoir vécu familialement ce genre de situation, le doute est quelque chose d'extrêmement compliqué à vivre et qui subsiste tout au long de la vie. Lorsqu'elle s'est lancée dans cette aventure, c'est avant tout le défi scientifique de mesurer l'intégrité du cerveau qui a fasciné Julie. Mais elle n'en a pas pour autant oublié son bagage business. C'est justement ce qu'on a mis un peu de temps à construire au départ. On a d'abord construit, on s'était amusé à faire de Coma Company, donc en se disant on va essayer de développer une société dédiée à ça. Alors honnêtement, ça parle beaucoup à notre humanité, mais on s'en fiche un peu d'un point de vue business. Heureusement pour le nombre de patients dans le coma, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas une activité économique qui est suffisamment pérenne. Ensuite, on a travaillé sur différents plans de développement qui étaient un peu tirés par les cheveux, et puis on a eu la chance d'avoir des cliniciens qui se sont emparés de cet outil, de cette solution, et qui ont commencé à justement faire émerger des résultats qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire justement un peu ce que j'évoquais sur les bénéfices de mesurer cette substance blanche et sur la corrélation de l'intégrité de cette substance blanche avec d'autres maladies neurologiques. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une voie de développement pour l'entreprise qui était pas uniquement sur le coma, mais qui était dans la mesure du cerveau pour justement améliorer le développement de thérapie et aussi, bien sûr, à terme, la prise en charge des patients atteints de maladies neurologiques. Et c'est comme ça qu'on a construit une histoire sur la base des évidences cliniques et médicales qu'on était capable d'apporter et de générer. Et pour assez rapidement, en venir au fait que ça, c'est magnifique sur le papier, qu'on a, je pense, cette réalité du besoin est toujours là. En revanche, il n'existe pas aujourd'hui de chemin d'accès au marché pour des solutions technologiques comme celle-là, et c'est ce qui a précipité la fin de la société. Avec un dispositif sur le marché, utilisé dans des établissements français, en cours de déploiement à l'international et 7 études cliniques en cours, la société semblait avoir de beaux jours devant elle. Julie nous explique pourquoi, malgré ce succès apparent, Braintail a dû fermer ses portes. C'est une conjonction de facteurs. En fait, chaque facteur pris isolément était probablement, je vais pas dire anecdotique, mais gérable. On a eu la conjonction de 3 facteurs qui ont été très compliqués. Le premier, c'était effectivement ce time to decision chez nos parties prenantes et potentiels clients, c'est-à-dire qu'on valide l'intérêt de nos solutions, de la plateforme, de la collaboration, mais tant qu'ils appuient pas sur le bouton, ils appuient pas sur le bouton. Donc nous, on a une équipe qui est prête à délivrer, mais si on lui demande pas de délivrer, ça reste des coûts fixes, importants et complexes à piloter. Premier point. Deuxième point, c'est un go-to-market qu'on pensait être beaucoup plus rapide en France et en Europe. La France étant plutôt, pour une fois, sur les dispositifs médicaux numériques à usage professionnel, en position d'inspirateur des autres solutions européennes. Et donc, on avait des interlocuteurs qui étaient partants pour des phases... peut-être un peu de wishful thinking à nouveau, mais où on pensait pouvoir explorer des terrains d'expérimentation sur ces produits-là. Et derrière, la situation politique a fait changer les priorités des projets de loi de finances. Donc, ces expérimentations n'ont pas été lancées. Et donc, on a, nous, pas pu imaginer cet accès au marché pour lequel on était préparé. Deuxième axe. Et le troisième, c'est la contraction en 2024 du marché du financement de l'innovation avec
à nouveau, j'enfonce des portes ouvertes, et Braintel n'est pas la seule société à avoir été, on va dire, embarquée dans ce tourbillon de liquidation et de fermeture d'entreprise. Mais le marché du financement s'est contracté de façon absolument phénoménale, et on avait 4 fonds en diligence en juin. Dans 5 en juin, 4 en septembre 2024, le 14 octobre, pardon parce que je me souviens encore de la date, j'ai 3 fonds qui ont refermé le dossier en disant on verra l'année prochaine, et pour des raisons qui sont à chaque fois tout à fait entendables. Mais nous, on avait des diligences actives qui se sont toutes refermées en même temps, et on n'a pas eu la visibilité pour pouvoir tenir le temps qu'ils rouvre le dossier. Donc voilà, les 3 facteurs cumulés, donc une absence de clients, pas de go-to-market lisible sur de la prise en charge collective, et une contraction du marché du financement rend impossible la poursuite d'activité de l'entreprise, indépendamment de la qualité du produit, de l'intérêt des cliniciens et des potentiels clients pour le projet. En vrai, il faut constamment se remettre en question. Et en même temps, c'est jamais personnel. C'est-à-dire que c'est jamais une décision unipersonnelle. C'est toujours quelque chose de collectif. Il faut être capable de convaincre, de prendre des décisions, qu'elles soient d'ailleurs faciles ou pas. Donc c'est plutôt finalement est-ce que j'aurais dû faire différemment? Enfin, je considère que ça fait partie du job en fait d'être dirigeant, que de se remettre en question, que d'essayer d'écouter les gens qui sont autour de soi, et à un moment donné de se dire si j'ai pas pris la bonne décision, on peut parfaitement revenir dessus. C'est pas une difficulté. Un certain nombre de dirigeants avec qui j'ai eu la chance de discuter, surtout pendant les phases un peu difficiles, avant la liquidation de la société, ont tous, sans aucune exception, dit alors déjà, ce n'est jamais personnel. Il faut jamais le prendre personnellement. Donc il faut réussir à prendre de la distance et trouver du recul. Je crois que là-dessus, il faut un vrai soutien familial. Sans ça, c'est vraiment, familial, amical, en tout cas un socle personnel très fort, très solide, pour être capable de faire face et trouver la bonne distance et pas être seul. Mais quand on a, je pense que c'était un peu pareil, au moins pour certains salariés. On s'est projeté, on s'est engagé, on a mis son âme dans le projet, a fortiori quand on est mandataire social. Et en fait, le jour où ça s'arrête, on se dit ok, il y a plus rien. Ça fait écho à la mort. Il y a plus rien. Alors, c'est évidemment pas tout à fait vrai, parce que en tant que mandataire social, il y a beaucoup de choses à gérer et c'est vraiment pas très agréable. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On n'est pas payé, c'est le bordel. Et à part on va dire, s'énerver avec toutes les parties prenantes, il n'y a pas grand-chose à gagner. Mais factuellement, on n'a plus de responsabilité, on n'a plus rien, et le projet d'entreprise n'existe plus. Donc ça disparaît. Ça, c'est très déstabilisant, je trouve. Et après, on a besoin de faire un deuil. C'est vraiment très, très similaire à la perte de quelqu'un de proche. C'est la même chose, c'est un deuil. À suivre.